Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler des post-mortem, ou comment sortir heureux, heureuse d'un carnage, sans pour autant être psychopathe. Alors je me présente, je m'appelle Lise, je suis psychopathe, je suis développeuse chez Zenica, à Nantes. Alors parfois, une mise en production, un projet, une réunion, une fonctionnalité, parfois ça se passe mal. D'ailleurs, dans la salle, là, pour qui un de ces événements-là s'est déjà mal passé? Ok, je vois que vous aussi, vous aimez les carnages, ça fait plaisir à voir. Et alors, quand il y a ce genre d'événement qui s'est mal passé, qu'est-ce qu'on fait? Alors, surtout, on n'en parle pas. On n'en parle pas, on garde tout pour nous, histoire de bien ressasser tout ce qui s'est passé. Et puis, comme on n'en parle pas, on n'en parle pas avec les autres. Et du coup, on a une vue biaisée de la réalité. On n'a pas toutes les infos. Et de par cette vue biaisée, on va tenir les autres pour responsables de ce qui s'est passé. Finalement, on ne change rien et on a le parfait combo pour que tout recommence exactement pareil, voire pire, parce qu'il y aura eu un précédent, donc des a priori. Et alors, pour éviter ça, qu'est-ce qu'on fait? Je vous le donne en mille, on organise un post-mortem. Mais alors, un post-mortem, qu'est-ce que c'est et à quoi ça sert? Alors, un post-mortem, c'est un échange constructif organisé à la suite d'un événement problématique. Alors, ça peut être toutes sortes d'événements. On l'a vu, mise en production, réunion, fonctionnalité, projet, etc. L'objectif d'un post-mortem, c'est de comprendre ce qui s'est passé et de chercher à s'améliorer, d'éviter que ça recommence, ou au moins que les conséquences soient moins graves. Et alors là, vous allez me dire, mais s'améliorer, tout ça, c'est pas dire ce qu'on fait en rétro-agile? Alors oui et non. Une rétro-agile, en fait, ça va être à chaque itération, chaque fin d'itération. Donc ça va être récurrent. Le post-mortem, lui, ça va être un événement, l'événement problématique, il est distinct. Et le post-mortem va être ponctuel. Si vous faites un post-mortem sur le même événement qui se reproduit de manière récurrente, là, il y a plus un problème de fond. Ensuite, autre différence sur les participants. Sur une rétrospective agile, potentiellement, les participants, c'est l'équipe. Voilà, tous les membres de l'équipe qui ont participé au dernier sprint, par exemple. Dans un post-mortem, ça peut être tout le monde, toute la boîte, voire un client, voire suivant les personnes qui sont pertinentes. Alors maintenant qu'on sait ce que c'est et à quoi ça sert, comment on fait ça? Parce que c'est bien beau là, on a un petit carnage sur les bras là, il va falloir qu'on s'en occupe. Première chose, on planifie. Planifier, ça veut dire quoi? Ça veut dire fixer une date et inviter les personnes pertinentes. Alors fixer une date, ça ne doit pas être trop tard, sinon on va avoir tout oublié. Ça ne doit pas être trop tôt, sinon les esprits vont être encore échauffés et on n'a pas envie qu'il y ait une bagarre, quoi. Ensuite, inviter les personnes pertinentes. Les personnes finalement qui étaient impliquées dans l'événement problématique. Ça ne sert à rien d'inviter toute la boîte. Une réunion n'est pas efficace au-delà de 8 personnes. Donc vraiment, choisissez les bonnes personnes, choisissez les personnes qui sont pertinentes. Assurez-vous que celles-ci soient dispo. Consultez les congés, regardez les agendas, tout simplement. Et pour le timing, entre 2 et 4 heures pour le post-mortem, c'est un bon timing, avec des pauses, bien sûr. Ensuite, on va chercher à définir des rôles. Les rôles, ils sont au nombre de 3. Il y a des rôles qu'on va pouvoir définir au moment de la réunion, et il y a des rôles qu'il va falloir prévoir en avance. Typiquement, le premier rôle, le rôle animateur et animatrice, va devoir être décidé en avant, puisque ça va notamment faire... il va avoir de la préparation à faire, par exemple, planifier, dont j'ai parlé tout à l'heure, ça va notamment faire partie de sa préparation. Donc cette personne qui est en charge de l'animation, elle prépare, elle anime, elle facilite l'échange. Ça doit être une personne qui est extérieure à la problématique. Si c'est une personne qui est impliquée
dans l'événement problématique, il va vouloir prendre part au débat, et c'est normal. S'il ne prend pas part, eh bien, finalement, il va manquer quelque chose dans le débat. Donc, pour l'animateur, l'animatrice doit être quelqu'un d'extérieur, qui n'a pas vécu l'événement problématique. Autre rôle, la timekeeper. Alors là, c'est le maître du temps. Son rôle, c'est de vérifier qu'on ne passe pas trop de temps sur un élément, justement, et voilà, en avertir les autres. Dernier rôle, le ou la scribe. Son rôle, c'est tout simplement de prendre des notes pour constituer un compte-rendu. Alors, on peut combiner ces rôles, cependant, je ne le conseille pas du tout. Parce que quand on est animateur, animatrice, eh bien, on donne la parole, qu'on essaye de construire l'échange, etc., on n'a pas forcément le temps de regarder le temps ou de prendre des notes. Donc voilà, je vous conseille vraiment de distinguer les rôles. La réunion n'en sera que meilleure. Alors ça y est, la réunion commence. La prochaine étape, ça va être de poser un cadre. C'est-à-dire finalement définir des règles qui sont pertinentes avec les participants et participantes. Alors certaines règles vont pouvoir être proposées en amont, ça va notamment faire partie de la préparation de l'animateur, l'animatrice. Alors dans ce cadre, qu'est-ce qu'on y met? On va pouvoir notamment rappeler l'objectif. C'est utile notamment pour des personnes qui ne sont pas habituées à cet exercice. Donc on va leur dire, voilà, on cherche à s'améliorer, on cherche à comprendre ce qui s'est passé. Un autre exemple, ça va être le fait de dire, on cherche à critiquer des process et non pas les personnes. Les personnes, certes, il y a quelque chose qui s'est mal passé, elles ont fait ou ne pas fait quelque chose, mais il va falloir chercher plutôt pourquoi elles ont fait ces choses, pourquoi elles n'ont pas fait ces choses. Est-ce qu'il n'y a pas derrière quelque chose qui a fait qu'on les a empêchées ou quelque chose, une documentation qui n'est pas claire, enfin voilà, à vous de trouver, mais voilà, il faut creuser. Troisième chose qu'on peut mettre dans ce cadre, par exemple, c'est une écoute active. Alors il y a deux choses dans l'écoute active, il y a écoute et il y a active. Écoute, ça veut dire on s'écoute, on ne se coupe pas la parole, on lève la main, par exemple. Active, ça veut dire on participe à l'échange, on est là, on est ensemble. On n'est pas sur Slack, on n'est pas sur Discord, on n'est pas sur YouTube, je ne sais pas. Voilà. Et donc ça, par exemple, ça peut être des choses qui sont proposées en amont par l'animateur, et chaque participant, participante peut rajouter aussi des choses auxquelles tout le monde, tous les participants vont être d'accord pour s'y conformer. Le cadre, ça sert à quoi? Ça sert à construire un environnement, un environnement qui est sain pour tout le monde, pour que chacun puisse s'exprimer, soit libre de s'exprimer sur ce qui s'est passé réellement. Alors, une fois que tout le monde est d'accord avec le cadre établi et prêt à s'y conformer, on se lance. L'étape suivante, ça va être de revenir sur les faits. Des faits qui sont datés, objectifs, c'est-à-dire sans jugement, et qui sont chiffrés. Alors ces faits, on va venir les poser sur une frise chronologique. Alors c'est une étape assez chronophage. Donc soit on le fait en live de manière timeboxée, avec tout le monde qui vient poser ces événements, soit on le fait en amont, c'est l'animateur, l'animatrice qui va venir récolter les informations et qui va faire la frise en off. Alors, nous, notre carnage, comment est-ce qu'il s'est déroulé? Le 11 mars, à 15h10, première alerte, on a trouvé un cadavre. L'API ne répond plus. Le 11 mars, à 15h12, en fait, c'est 4 cadavres. Les applications front ne répondent plus non plus. Le 11 mars, à 15h15, une investigation est lancée. Mobilisation de l'équipe pour trouver l'origine du problème. Le 11 mars, à 17h, un suspect est identifié. Une attaque DDoS est en cours. Le 11 mars, à 18h, le suspect est en fuite. L'attaque DDoS a cessé. Alors, ces faits, ils ont été mis en avance par l'animateur qui est parti à la pêche aux infos.
mais on peut toujours rajouter des événements au moment M de la réunion. Et c'est pour ça que c'est aussi intéressant d'inviter les personnes qui sont pertinentes, parce que suivant les contextes des personnes dans lesquelles elles travaillent, elles ne vont pas avoir un point de vue identique. Donc par exemple, on découvre que le 11 mars à 15h11, la victime était déjà introuvable. Les utilisateurs remontent au support des problèmes sur la plateforme. Le 11 mars à 16h10, les témoins s'accumulent. 2000 demandes de support en 1 heure. Et finalement, le 12 mars, décompte des témoins. Au global, 3 millions d'utilisateurs impactés. Alors, ce qui est très important dans cette étape, c'est d'avoir des choses factuelles. Des chiffres, des dates, voilà, sans jugement, clair, simple. Voilà. Par exemple, sur l'investigation lancée, si quelqu'un avait posé l'événement et avait dit l'investigation est tardive, eh bien ça ne convient pas, parce qu'on donne un jugement sur l'investigation. Son jugement, cette personne porte un jugement en disant que voilà, l'investigation a été trop tardive, ça ne va pas. Or là, on est dans une étape où on est factuel. Les faits, c'est que le 11 mars à 15h15, l'investigation est lancée. Voilà. Et donc ça, c'est le rôle de l'animateur, de recadrer au fur et à mesure de l'avancée de cette étape. Alors, maintenant qu'on a les faits qui sont posés, on va essayer de cibler les points de douleur. Comme je vous ai dit, c'est un atelier qui est chronophage, donc on va essayer de cibler au maximum pour ne pas passer trop de temps là où ce n'est pas utile. Des choses où tout est OK, bon, tout est OK. Des choses où c'est pas là où il y a le vrai problème, il y a certes peut-être des petites problématiques, mais c'est pas là le cœur du problème, c'est pas grave. On se focus sur là où est les vrais problèmes. Alors, pour cibler, justement, il y a plusieurs techniques. Vous avez le système de dot voting ou vote par points. Chacun va pouvoir mettre 3 points là où il ou elle souhaite, là où il ou elle pense que c'est problématique. Donc là, par exemple, on a 3 votes sur l'alerte du premier cadavre, 2 votes sur les témoins qui s'accumulent, et 1 vote sur le décompte des témoins. Un autre système, c'est le vote par émotion. Finalement, chacun va venir poser un petit emoji, va venir dire comment il se sent vis-à-vis de cet événement. Et donc là, sur ces 4 exemples, finalement, on se rend compte que la première colonne, tout va bien, donc c'est inutile de passer du temps dessus. Alors ok, les sujets importants sont ciblés. Va venir le moment de l'analyse, pour vraiment identifier les problèmes. Alors on a plusieurs méthodes pour ça. La méthode des 5 pourquoi, le diagramme en arête de poisson et le dérivé de l'expérience map. L'objectif, quel que soit l'atelier finalement, c'est de disséquer un événement et de dire ok, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi c'est arrivé, est-ce qu'il y a eu un manque d'outils, manque de temps, etc. Trouver une cause sur laquelle on peut agir. Typiquement, s'il y a un nouveau concurrent qui est arrivé sur le marché, il est arrivé sur le marché, certes, on ne va pas pouvoir faire grand-chose de ce côté-là. Par contre, nous, on va pouvoir faire des choses plus innovantes ou des choses comme ça. En tout cas, on ne peut pas agir sur l'arrivée du concurrent. La méthode des 5 pourquoi. On l'appelle aussi analyse des causes racines. Le but consiste à poser 5 pourquoi consécutivement. Donc, par exemple, ça donne, pour le problème l'API ne répond plus. Pourquoi est-ce que l'API ne répond plus ? Elle ne répond plus parce qu'il y a une attaque DDoS. Pourquoi est-ce qu'il y a une attaque DDoS ? Il y a une attaque DDoS parce qu'on n'a pas de CDN. Pourquoi on n'a pas de CDN ? À vous de voir. Vous pouvez dire manque de temps, manque d'argent, Ou bien vous pouvez dire aussi, c'est la cause racine. On peut trouver des causes racines en moins de 5 pourquoi, et c'est OK. Deuxième méthode, le diagramme en arête de poisson, ou diagramme d'Ishikawa. Ça ressemble aux 5 pourquoi. Ça va consister à identifier le problème, le mettre à gauche, là, dans la petite tête de poisson. 2000 demandes support en 1 heure.
est de venir poser des causes principales au bout des arêtes. Cause principale numéro 1, l'attaque des DOS. Cause principale numéro 2, pas d'informations aux utilisateurs. Cause principale numéro 3, on a beaucoup d'utilisateurs. Cause principale numéro 4, la FAQ est incomplète. Et après, en groupe ou chacun de son côté, on va pouvoir réfléchir sur les causes racines de ces causes principales. Et après, donc on met en commun en les positionnant ici sur les arêtes. Alors, par exemple, la cause principale, pour la cause racine de l'attaque des DOS, l'absence de CDN. Les causes racines de pas d'information aux utilisateurs, on n'a pas d'outils pour le faire et on n'a personne pour le faire. Les causes racines de on n'a pas beaucoup d'utilisateurs, on a beaucoup d'utilisateurs, pardon, l'inverse, c'est qu'on a du succès et qu'on a un service gratuit. Les causes racines de la FAQ est incomplète, on n'a pas le temps pour remplir la FAQ. Alors pareil, là on va trouver plein de causes racines, on ne va pas pouvoir tout faire en même temps, il va falloir cibler pour ce qu'on trouve le plus impactant. Si on choisit le dérivé de l'expérience map, eh bien on va avoir en dessous de l'émotion. Alors juste l'expérience map, à la base c'est plutôt un atelier UX pour déterminer les points de douleur et les améliorations dans une expérience utilisateur. Ici, moi, je l'utilise justement pour trouver les points de douleur dans ce qui s'est passé, tout simplement. Et donc, en dessous des émotions tout à l'heure, on va trouver des problèmes qui portent sur les événements. Donc, pour l'investigation, par exemple, on a trouvé qu'elle était complexe, il y avait un manque d'outillage. Sur l'identification du suspect, on a trouvé qu'elle était tardive et qu'on a laissé les utilisateurs sans information. En ce qui concerne la fuite du suspect, on a trouvé qu'il avait été nécessaire que le suspect fuit pour pouvoir remettre en service le système. Alors maintenant qu'on a nos causes racines, on va essayer de les résoudre. Et pour ça, on va réfléchir à ces solutions, on va brainstormer. Et donc sur chacun des problèmes, on va, en groupe, de manière time-boxée, toujours, trouver une ou plusieurs solutions. Donc, par exemple, sur les utilisateurs sans information, on va pouvoir les avertir par mail, par exemple, les avertir directement sur la plateforme, les avertir sur les réseaux sociaux, faire un avertissement qui se déclenche automatiquement, que quelqu'un déjà en poste s'en charge, ou bien recruter une personne dédiée pour ça. Alors bien sûr, on ne va pas pouvoir tout mettre en place encore une fois, il va falloir choisir. Donc que quelqu'un s'en charge, qui est déjà en poste, il y a 2 votes, avertir sur la plateforme 2 votes, avertir sur les réseaux sociaux 1 vote, et faire un avertissement qui se déclenche automatiquement 1 vote. Alors bien sûr, parfois, il n'y a pas 15 000 solutions. Absence de CDN, mettre en place un CDN. Simple. Si on avait choisi le dérivé de l'expérience map, nos solutions vont pouvoir être dans une dernière ligne, qui s'appelle la ligne amélioration. Et donc, là où on avait trouvé que l'investigation était complexe, il y avait un manque d'outillage, eh bien, on va pouvoir s'outiller, tout simplement. Pour l'identification du suspect, où on avait trouvé qu'elle était tardive, qu'on avait, on avait laissé les utilisateurs sans information, eh bien, on va mettre à disposition ces informations aux utilisateurs. Et puis, pour la fuite du suspect, on avait trouvé qu'il avait été nécessaire que le suspect fuit pour que le système puisse être remis en marche. Eh bien, on va s'outiller anti-DDoS. Alors finalement, quel que soit l'atelier, l'idée, c'est de pouvoir aboutir à des actions d'amélioration. Si vous n'avez pas d'action d'amélioration derrière, la quasi-totalité de ce que vous venez de faire, en fait, ne sert pas. Donc, les actions que vous prenez, en fin de point, doivent être claires, précises. Mettre en place un CDN, ajouter un bandeau d'informations sur la plateforme, ajouter une entrée spécifique dans la FAQ. Les actions du type on va planifier une réunion qui permettra de réfléchir peut-être aux solutions. Bon, non, c'est ni clair ni précis. Autre chose,
c'est avoir un responsable de l'action. Alors attention, un responsable, ça ne veut pas dire quelqu'un qui se charge de mettre en place un CDN. Ça veut dire quelqu'un qui se charge du suivi de l'action. Donc voilà, c'est juste aller pinguer les personnes, s'assurer que voilà, le sujet avance, etc. Dernière chose, avoir une date justement pour vérifier sa mise en place, qu'on puisse acter, de voir ce qu'on fait. Donc par exemple, c'est Annie au prochain début de sprint qui se charge de vérifier la mise en place d'un CDN, en tout cas l'avancée, parce que ce n'est pas comme ça non plus. Hervé qui se charge au prochain début de sprint d'ajouter, de vérifier l'ajout d'un bandeau d'information sur la plateforme. Et Youssef à la prochaine réunion support qui se charge de vérifier l'ajout d'une entrée spécifique dans la FAQ. En conclusion, retenez d'abord des faits, datés, objectifs, chiffrés, sur une timeline. Ciblez vos événements qui sont vraiment problématiques, avec le dot voting, vote par point, ou le vote par émotion. Analysez, décortiquez, avec la méthode des 5 pourquoi, les arêtes de poisson ou l'expérience map. Et enfin, solutionnez, réfléchissez aux idées, tous ensemble, que vous pouvez apporter pour répondre aux problématiques. Cependant, je voudrais attirer votre attention sur le fait que les post-mortem, vraiment, ça se prépare. Ça ne se fait pas en un claquement de doigts. C'est un atelier qui est chronophage. Le rôle de l'animateur et l'animatrice est primordial dans ce genre d'atelier. Une bonne animation, ça va permettre que ce soit fluide, de faire sortir des bonnes idées, de recadrer quand il faut, de faire avancer quand il faut. Voilà, c'est quelque chose qui est très, très important. Ensuite, je vous en ai déjà parlé, mais soyez doux avec les gens et dur avec les process. Les gens, s'ils ont fait des choses, c'est pas forcément leur faute. Ils ont suivi une procédure, voilà. Donc, soyez doux avec les gens, dur avec les process. Et puis, ayez des actions d'amélioration et un suivi de celles-ci. Sinon, vous n'aurez pas les bénéfices d'avoir réalisé un post-mortem. Enfin, je voudrais attirer votre attention sur la loi de Pareto, qui dit que pour 20% d'efforts, vous avez 80% de résultats, et pour 80% de résultats, vous avez 20% d'efforts. Pourquoi je vous montre ça? Tout simplement parce que dans vos actions d'amélioration, si vous vous focussez sur des événements qui ne sont pas vraiment problématiques, potentiellement, voilà, vous allez passer 80% d'efforts pour avoir 20% de résultats. Donc c'est pour ça que c'est très important de cibler, de prioriser, voilà, solutionner les réels problèmes. Ça vous permettra d'avoir pour 20% d'efforts les 80% de résultats. Avec ça, j'espère que maintenant vous sortirez heureux de vos carnages. Merci. Dernière chose, j'utilise un vocabulaire un peu mortuaire, il y a du sang et tout. J'en joue pour les besoins de mon talk, mais un post-mortem, c'est quelque chose quand même de positif, il doit en ressortir de la joie. Donc faites attention au vocabulaire. Et puis je peux prendre, je pense, des questions. Je vois une question là. Vas-y. Bonjour, merci pour cette présentation sur le post-mortem, je ne connaissais pas. Alors ma question, ce sera, parce qu'en effet, il y a des similitudes, même si ce n'est pas la même chose avec les rétros, mais il y a un problème qui se trouve aussi sur les rétros. Et ma question, c'est comment est-ce qu'on s'assure du suivi? Parce qu'en général, le problème, c'est que justement, on parle parfois des choses, on définit des responsables, qui ne sont pas spécialement pour ça, mais on définit des gens pour suivre les actions. Et ce qui se passe au final, c'est que les actions sont définies, elles sont décidées, mais avec le temps, elles ne sont pas faites, et ensuite, ça se reproduit. Donc j'aimerais savoir justement si, par exemple, dans le cas du post-mortem, il y a des actions qui sont faites pour qu'on soit sûr et certain que les actions puissent être suivies. Voilà. Merci. Je pense que la première chose qui fait que les actions sont suivies, c'est tout simplement de l'engagement des gens. Ça va être la première chose. Il n'y a pas de magie sur ça. Il faut que les gens aient la volonté de le faire. S'ils n'ont pas la volonté et si finalement le problème ne revient pas, peut-être que le problème n'était pas vraiment là. C'est pour ça que voilà, c'est OK une action qui traîne, c'est OK de la supprimer. Et puis si vraiment il y a un problème, elle reviendra.
et on trouvera peut-être une autre solution, peut-être la même solution. C'est pas grave. Mais ouais, je pense que c'est le plus important, voilà, c'est d'engager les gens et de faire de faire un suivi de ces actions. En début de rétro, par exemple, tu peux commencer par le suivi d'actions. OK, on en est où de nos actions? Et du coup, ça pousse les gens à justement les faire. Et c'est pas dans un coin, on revoit jamais le board, et puis voilà. Pas de souci. D'autres questions? Pas d'autres questions? Oui. Alors la question c'est la durée, je recommande de 2 à 4 heures. Finalement, pourquoi? Alors 2 heures pour moi, c'est s'il y a un animateur, une animatrice qui prépare pas mal de choses à l'avance. En fait, ça dépend aussi de ce qu'on veut couvrir. Si on se dit on va traiter un seul événement, et après on fait une seule action, voilà, là potentiellement on va être plutôt sur du 2 heures, voire moins, si on se focus vraiment. Si on veut couvrir vraiment très très large, notamment par exemple sur des projets qui ont duré plusieurs mois, et bien du coup, on va avoir potentiellement plusieurs événements problématiques, et on va vouloir traiter vraiment tout. Beaucoup d'événements vont nous paraître problématiques et on va vouloir les traiter, voir ce qui s'est passé et aboutir à plusieurs actions d'amélioration pour traiter chacune des cas. Voilà. D'autres questions? Oui, je peux partager mes slides. Je vais les partager sur Twitter. Voilà, donc vous avez mon Twitter qui est juste là. Donc je partagerai mes slides. Merci à tous et à toutes.